Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur M3 Inc. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, en lien dans la description de la vidéo, vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative et avoir la certitude que ça va être fait, plus d'autres éléments également ici, notamment les notes d'analyse. Généralement, ce sont les entreprises. Enfin, je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences call et je vous présente des entreprises qui, moi, me semblent intéressantes au prix actuel, ainsi que le suivi des entreprises précédemment mentionnées, la watchlist, la communauté privée. Bref, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Maintenant, on va aller regarder M3. Je ne la connais pas. D'accord, donc c'est une compagnie que je découvre également. Donc elle semble exercer ici dans le domaine ici de la santé, donc technologie de la santé ici, donc peut-être qu'ils vendent ici des instruments médicaux ou bien des logiciels, ce genre de choses-là, mais destinés ici au secteur de la santé. On va quand même regarder ça. Enfin, quand je dis on va regarder, moi je vais regarder uniquement les chiffres, ok? On va voir déjà si au niveau des chiffres ça nous plaît avant d'aller regarder en profondeur. Donc, première chose qu'on regarde, stabilité ou croissance des revenus. On a une croissance des revenus, on aime ça. Ensuite, ici, juste à titre d'information, d'accord? Parce que je ne vais pas avoir tendance à extrapoler la croissance. Je vais juste vérifier ici si nous avons une entreprise en croissance. Donc, ici, sur les 10 dernières années, 22% de croissance. Sur les 5 dernières années, 17% de croissance. Sur les 3 dernières années, 17% de croissance. Donc, on a une croissance aux alentours ici d'une vingtaine de pourcents par là. Donc, la croissance tend à ralentir dans le temps. Donc, si vous voulez extrapoler la croissance, c'est déjà bien de savoir quelle est la taille du marché visé par l'entreprise ici, plus d'autres questions également derrière. OK? C'est pas parce qu'on a eu 17% de croissance l'année précédente qu'on aura 17% de croissance les années qui suivent. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. OK? On continue ici. C'est déjà bien de savoir qu'on a une certaine croissance. Donc, peut-être ici, sur ce genre d'entreprise, c'est bien d'avoir de la croissance. Peut-être qu'également, on s'attendrait à avoir des multiples de valorisation un peu plus élevés que la moyenne. OK? Donc, ça ne devrait pas nous étonner. OK? Maintenant, marge brute, stabilité ou croissance. On voit ici que, et c'est important pour moi ici, oui, la marge brute diminue, mais il faut toujours vous dire une chose, c'est que, est-ce que c'est le même business qu'en 2012? D'accord? Et quand on parle même de croissance, la croissance est due à quoi? Est-ce que c'est une croissance organique ou bien c'est une croissance par acquisition? Ici, on voit que c'est une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions dans le temps. OK, donc ça peut avoir eu un impact sur les marges brutes. OK, ça ne me dérange pas si les marges brutes en termes de pourcentage diminuent, tant que les marges en termes de volume augmentent. OK, et tant que la rentabilité des capitaux employés ici reste stable. OK, ne l'oubliez pas. Donc maintenant, on va regarder à peu près les marges, on regardait les marges brutes ici. On constate que sur les 10 dernières années, on a plutôt une stabilité des marges brutes aux alentours de 58 à 69%. Comme je rappelle qu'on ne veut pas avoir précisément raison, mais le moins tort possible. OK? Donc, je ne cherche pas un chiffre précis. Je veux déjà voir si on a une certaine stabilité qui se dégage. D'accord? Donc, je constate que depuis 2021, on a des marges de plus en plus élevées, donc de plus en plus stables par rapport à ce qu'on a connu entre 2017 et 2021. Toujours aller vérifier pourquoi dans les rapports financiers. Ensuite, on compare les marges EBITDA ici avec la moyenne sur les dernières années. La même chose qu'avec les marges brutes, histoire de voir si les deux, pas que les deux parlent le même langage, histoire de voir si on a à peu près également la même histoire. Donc, une diminution des marges, d'accord, et une stabilité sur les dernières années, d'accord. Est-ce que c'est la même chose ici? Les 10 dernières années plutôt stables et on constate que depuis 2021, on a à peu près des marges un peu plus élevées que la moyenne, mais voilà, c'est toujours aux alentours des 32% par là, ce qui n'est pas mauvais. OK? Donc, maintenant, on va comparer les bénéfices, les free cash flow et les net income, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Parce que ça, si on prend les marges de free cash flow et si on prend les marges de bénéfices net ici et on se rend compte que les free cash flow sont moins élevés, il faut faire très attention. OK? Donc, on regarde ça. Est-ce que les deux parlent le même langage? Les entreprises extraordinaires auront toujours des free cash flow et des bénéfices nets qui vont dans le même sens. Ici, on aime ça. Donc, on peut prendre les marges ici des bénéfices nets comme étant représentant ici des marges de free cash flow. OK? Ensuite, on regarde le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Une entreprise qui gagne de l'argent, si elle n'est pas endettée, déjà, c'est l'occasion de regarder le ratio dette net sur EBITDA. Déjà, en termes de volume, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on va regarder dette net sur EBITDA, le ratio dette net sur EBITDA. Qu'est-ce qu'on a au dernier trimestre ici? Donc, non, pas le dernier trimestre. Je vais mettre ça ici annuellement. On n'a pas d'information. En fait, quand ça s'affiche comme ça veut dire ici qu'on a du cash net. Soit on a du cash net, soit EBITDA ici est un chiffre négatif. Or, ici, on a vérifié que EBITDA est positif parce qu'on a des marges d'EBITDA positives. Donc, ça veut dire ici qu'on a une dette, on a plutôt du cash net. D'accord? Donc, on a une dette nette ici inférieure à 0. Donc, ça veut dire que c'est du cash net. OK? Donc, cette compagnie, c'est à 169 milliards je pense que c'est la monnaie chinoise, la monnaie japonaise, c'est quoi? C'est le yen.
On va regarder ça ici. Donc, fermer. On va... Bref, c'est pas plus important que ça de toutes les façons. Donc, c'est en monnaie japonaise ici. Donc, le terme m'échappe ici, mais je vais finir par le trouver. Donc, yen. Voilà. Le yen, c'est quoi? Non, yen, c'est pour... Japon? Attendez. Je n'aime pas chercher quelque chose. Yen. Qu'est-ce que c'est? Exactement. C'est la monnaie, c'est le yen. Parfait. Donc, c'est parfait. Donc, c'est le yen. Le yuan, c'est chinois, d'accord? Ou bien le renminbi, je ne sais pas comment est-ce qu'ils appellent ça. Alors, on revient ici sur notre graphique, d'accord? Donc, on a vu qu'on a du cashnet. Et quand on a du cashnet ici, moi, j'aime bien comparer le cashnet par rapport à la capitalisation boursière. On voit qu'on a près de 10% de la capitalisation boursière ici est en cash. C'est une bonne chose. Maintenant, combien de fois les bénéfices le marché paye pour ce genre d'entité? On regarde. Les dernières années ici, en prenant en considération les bénéfices nets attendus sur les 12 prochains mois, le marché a tendance à payer des multiples très élevés pour ce business. Or, en moyenne, c'est 52 fois les bénéfices. Quand vous payez 50 fois les bénéfices, déjà, ça veut dire que vous demandez un rendement de 2%. Ça peut être compréhensible ici si la croissance attendue sera de plus en plus élevée, parce qu'une entreprise qui a une croissance moyenne de 20%, imaginez que vous l'achetez à 50 fois les bénéfices aujourd'hui. Dans 5 ans, si elle garde la croissance moyenne de 20%, vous l'aurez, votre coût d'acquisition ici sera plutôt aux alentours de 25 fois les bénéfices. Comment est-ce que je laisse? Enfin, pas 25, 20 fois les bénéfices. Parce que vos bénéfices nets, si vous avez une croissance moyenne de 20% dans le temps, vos bénéfices nets auront tendance ici à doubler, donc à être multipliés par 2,5. Donc, si j'achète une entreprise ici qui avait $1 l'action, et que je l'ai acheté à 50 fois les bénéfices, donc ça dit qu'à $50, 5 ans plus tard, si on a une croissance de 2,5 de 20% en moyenne des bénéfices nets, 5 ans plus tard, j'ai $2,50 par action. Vu que je l'ai acheté à $50, 50 divisé par $2,50, ça donne ici 20. Donc 20 fois les bénéfices. OK? Donc, il ne suffit juste pas de dire ici que non, 25 fois les bénéfices c'est cher, 50 fois les bénéfices c'est cher. Ça peut également dépendre de la croissance attendue dans le futur. Donc, il faut toujours aller regarder la taille du marché, poser des questions derrière cette croissance-là. OK? Aujourd'hui, la croissance, on a à peu près des bénéfices nets, des forward PE, pas des bénéfices, pas des... Un forward PE ici de 27 fois les bénéfices. Actuellement, les bénéfices, le PER actuel est aux alentours de 31 fois les bénéfices. Donc, ce qui veut dire ici que les bénéfices nets attendus pour l'année prochaine seront plus élevés que ceux de maintenant, quand on a un forward PE moins élevé que celui qu'on a présentement. Si on avait quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, si on a 31 fois les bénéfices attendus aujourd'hui et que l'année prochaine, on s'attend à le forward PE est peut-être à 35 fois les bénéfices, ça veut dire qu'on s'attend à des bénéfices nets moins élevés par rapport au prix actuel. OK? Donc, ici, c'est intéressant. Maintenant, on voit que l'entreprise se négocie jamais à des multiples très élevés. Vous savez que moi, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Encore, quand je regarde ce type d'entreprise, si je sais que dans ce secteur, ça sera entre 17-20 fois les bénéfices. Donc, 25 fois, ce n'est pas étonnant. Maintenant, combien est-ce que je serais prêt à payer en date d'aujourd'hui pour cette compagnie? On va regarder ça ici. M3. Ce n'est pas 3M, hein, c'est M3. C'est une compagnie japonaise. On me l'a proposé dans le service Top Premium. Donc, je l'analyse également parce que c'est une demande. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci? On constate que oui, quand même. Ils se trompent 16% du temps sur une période de 2 ans ici. C'est pas mal. OK? Donc, c'est-à-dire que si je paye 25 fois les bénéfices attendus en 2026, je ne devrais pas payer plus que 2445 yens. D'accord? Aujourd'hui, on est à combien? 2233. Techniquement, également, n'oubliez pas qu'on a du cashnet et j'ai oublié de mentionner quelque chose. Voilà. Le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Je constate ici que le nombre d'actions augmente. Je n'aime pas ça. C'est une entreprise qui a du cashnet. Pourquoi est-ce qu'elle augmente son nombre d'actions? Quelle est la raison derrière? Ça n'a pas de sens. Quand on a du cashnet ici, même si on veut faire des acquisitions, on paie avec le cash ou bien on paie avec les free cash flow. Et on a assez de free cash flow ici. Pourquoi est-ce qu'on augmente le nombre d'actions? Ça n'a pas de sens. Donc ça, par exemple, quand je lis les rapports financiers, je dois également vérifier pourquoi est-ce qu'entre 2019 et 2020, le nombre d'actions a augmenté. OK? C'est très important. Si on l'a augmenté parce qu'on a fait des acquisitions alors qu'on avait du cash, parce que je sais que les entités japonaises sont très réputées ici pour être extrêmement... ce sont de gros conservateurs, d'accord? Donc, ils ont tendance à avoir beaucoup de cash et ils ont tendance à ne pas redistribuer ce cash-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est culturellement, généralement c'est comme ça. C'est très rare de voir les rachats d'actions. Mais je peux comprendre ne pas voir les rachats d'actions ici, mais également je ne veux pas qu'il y ait des dilutions d'actions. D'accord? Ici, par exemple, en termes de bénéfices nets par action, peut-être qu'on ne va pas le voir sur les bénéfices nets par action ici. D'accord? Mais si on n'avait pas augmenté le nombre d'actions, on aurait peut-être eu des bénéfices nets par action plus élevés. OK? Donc ça, c'est inquiétant et je n'aime pas ça. Donc quand tu vas lire les rapports financiers, si cette compagnie t'intéresse, prête attention à cet élément-ci. Maintenant,
on a dit 25 fois les bénéfices, ok, donc c'est un business assez prévisible, j'ai le nombre d'actions, je regarde la dette nette ici, je vais regarder la dette nette par action, je vais diviser ça ici par, on a 1, 6, 8, d'accord, 168 milliards de yens, d'accord, je divise ça par 680 millions d'actions, j'arrondis, on a à peu près aux alentours de 247 yens ici par action en cash, donc je reviens donc sur Fastgraft, 25 fois les bénéfices attendus ici, ça fait à peu près 2445 plus le 247 de cash qu'on a en date d'aujourd'hui, ça donne à peu près aux alentours de 2700 yens. Donc, ce qui veut dire que cette compagnie-ci pourrait être sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Et si croissance au-delà de 2026 est élevée, ça pourrait être encore plus intéressant que ça. D'accord? Donc, on va essayer de regarder le forecast ici si on a des informations. On rappelle que c'est un business qui croît à peu près aux alentours ici de 20% en moyenne sur les dernières années. Les années s'attendent à une croissance moyenne ici, donc quand on prend l'estimation, de 8% après 2026. D'accord, jusqu'en 2029 ici. Donc, prenons le 8% en question, 25 fois les bénéfices, on sera à peu près aux alentours ici de 3153 yens. Et si on prend en considération le cash qu'on a en date d'aujourd'hui, admettons que le cash ne change pas, on sera à peu près à 3400 par là. Donc, ça peut être intéressant en date d'aujourd'hui, du M3. Donc, maintenant, qu'est-ce que l'entreprise fait? Quelle est la taille du marché? Pourquoi est-ce qu'on a eu une croissance précédemment? Qu'est-ce qui nous permet de croire ici que les marges actuelles vont durer ou bien les marges actuelles vont rester stables ou bien vont augmenter? Qu'est-ce qui a impacté les marges précédemment? Donc, on a un ensemble de questions à poser dans les rapports financiers. Mais au prix actuel, ça pourrait être intéressant. On constate également ici que, il ne faut pas oublier que l'estimation des analystes aura tendance également à changer. Aujourd'hui, on est à peu près à... Aujourd'hui, on s'attend à peu près à du 97 yens en 2026, alors qu'il y a 6 mois, c'était 103 yens. D'accord? Donc, faites attention. Ce n'est pas grand-chose, mais ça fluctue. Donc, il faut faire attention ici. C'est pour ça qu'il faut souvent se garder une certaine marge de sécurité. Mais je ne peux pas dire ici qu'en date d'aujourd'hui, on surpaye pour cette compagnie-ci. D'accord? Donc, on a un ensemble de questions à poser, mais c'est assez intéressant ce qu'on a vu ici au niveau des chiffres pour aller approfondir. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'hésitez pas si vous avez également des questions, si vous voulez qu'on analyse quantitativement vos différentes entités. Vous pouvez rejoindre ici le service Top Premium. Le lien est dans la description de la vidéo. Merci.